suis très heureux d'être en face de vous. On a l'habitude de vous voir à la télévision, vous regardez à travers les réseaux sociaux, mais vous avoir en face et c'est de se dire, waouh, c'est un peu comme un rêve qui devient une réalité. J'ai été invité tout à l'heure et je suis arrivé, l'événement avait déjà commencé. On a beaucoup parlé de tech. Oui. C'est vrai que je pense que c'est même le thème principal. Oui. Pour moi, il y a une préoccupation qui est la mienne. Déjà, en passant, vous avez une très belle chemise. J'embraye dessus parce qu'on parle de tech, mais dans cette salle, si nous sommes 100 personnes, il y a au moins 40 personnes, 60 personnes qui sont habillées par des vêtements qui viennent de l'étranger. Pourtant, on a une sacrée industrie textile au Cameroun. Je sais de quoi je parle parce que ça fait bientôt 9 ans, je ne peux pas vous dire à combien on vend une chemise au marché parce que tout est confectionné sur place. Et c'est d'expérience que je me suis dit, ok, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver le moyen de suffisamment développer cette industrie? On a des milliers d'artisans locaux, de stylistes, de couturiers qui font de très belles œuvres, mais qui se retrouvent confrontés, aux réalités locales, en passant par la qualité de la matière première, parce que la SICAM, à mon avis, elle est inexistante, en dehors, sauf quand c'est le 8 mars, là elle existe. On se retrouve généralement en train d'acheter la matière première sur le marché qui vient du Vietnam, de la Chine prioritairement, de l'Inde, bref, d'autres pays que les nôtres. Et ça nous met dans une posture où, lorsqu'on revendique Made in Cameroun, ça encore c'est un autre débat. Ma question est de savoir, avant d'arriver à ça, quelle est la politique que vous pouvez vous mettrez en place, déjà pour inciter à la production locale, à la consommation de la production locale. Parce que j'ai été au Burkina Faso, je peux vous dire qu'au Burkina, quasiment tous les Burkinabés sont habillés par le Faso d'Anfani. Quasiment tous. C'est vrai que c'est en train de changer, mais c'est la mode. J'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous allez prendre, parce que je sais que vous serez président. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une évidence. C'est gentil. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour inciter tous les Camerounais en grande partie à consommer la production locale, et aussi quels sont les moyens que vous mettrez en place pour accroître la production locale. Merci beaucoup. Merci. Sur le premier point, je ne peux qu'être d'accord avec vous en ce qui concerne le textile et la filière textile. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, en réponse à une question qui m'avait été posée. C'est incompréhensible. Mais c'est compréhensible si nous regardons cela avec la perspective historique. C'est-à-dire, en fait, dans le système économique colonial, les tâches sont dévolues. Il y a des États qui doivent produire la matière première. D'autres, des pays, je veux dire, qui doivent produire la matière première et d'autres qui doivent la transformer. Et les pays qui produisent ne sont pas habilités à transformer. Et c'est pour cela que vous verrez que ce n'est pas seulement nous, jusqu'à une date relativement récente. Aucun pays africain ne transformait son coton. Aucun. Pas que je sache. Parce que c'était en fait ce choix de spécialisation-là. Nous devrions, c'est comme on peut dire la même chose du cacao, hein, du café et autres. Nous devrions produire et envoyer, parce que nous, on n'avait pas le droit d'accès à l'industrie. Vous voyez que, si vous vous souvenez d'une des luttes de Gandhi en Inde, c'était le tissage du coton. Quand il s'est révolté, il a dit aux Indiens, maintenant vous tissez. Laissez le truc là. Bon, parce que c'est la même chose. Tout cela a été fait, envoyé en Angleterre, où on faisait de très beaux tissus, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, et on repartait vendre en Inde. Donc, en réalité, c'est à nous d'aujourd'hui et à vos générations de casser ce cycle-là. C'est-à-dire de mettre en place nos filières industrielles. Nous avons une chance inouïe, nous, Africains, aujourd'hui de nous réveiller ou de commencer à nous réveiller lorsque il n'y a plus de monopole de production de machines-outils ou de machines de transformation. C'est-à-dire qu'avant, pour que vous ayez une machine-outil, il fallait aller en Europe.
Vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Vous irez en Inde, vous avez tous les équipements qu'il faut. Vous irez en Chine, vous avez bientôt au Vietnam, etc., etc. C'est ça. Et c'est pour cela que je dis, prendre la filière textile, c'est même une nécessité si nous voulons recréer de l'activité dans la partie septentrionale du pays, comme je le disais tout à l'heure. C'est un impératif. Et comme j'ai dit peut-être avec humour, vous n'avez pas compris. J'ai dit, bon, ok, Sicam est là, il faut laisser Sicam là où il est. Mais il va falloir créer un parc industriel du textile dans la zone septentrionale. Il faut un parc industriel, ce n'est pas simplement pour fabriquer l'épargne. C'est vraiment pour faire toute variété de tissus, mais également la confection. Il faut aller jusqu'à la confection. Et donc ça, c'est déjà le projet industriel de cette filière. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la Sodécoton, améliorer les performances en matière de production de coton, mais faire la transformation localement. Si vous mettez un bassin industriel, autour de Gaoundéré ou vers Garoua, vous pouvez donc faire tout cela. Il n'est pas nécessaire de venir à Douala ou à Kribi ou à Yaoundé pour le faire. On doit pouvoir créer des entreprises industrielles là-bas et faire descendre les produits finis. Et peut-être la quantité que nous voudrions exporter brute si jamais on veut. C'est ce qu'il faut faire. Vous me demandez comment. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en voyant la friperie commencer. Parce que nous, quand on commençait l'école, il n'y avait pas la friperie. On nous cousait nos tenues kaki. C'était kaki. C'était des tissus, avec des tissus kaki. Donc, on ne connaissait pas la friperie. Donc, quand on est allé à entrer au lycée, je me souviens toujours au lycée classique de Bafoussam, j'avais de très bons amis qui étaient des commerçants au marché. Ils vendaient déjà la friperie. Je dois dire que je m'en servais bien parce que j'allais choisir les meilleurs. Comme c'était mes potes, ils me laissaient ça. Donc, mais c'était même encore de la friperie de qualité. Aujourd'hui, excusez-moi, ça me fait mal de penser à ce que je vois vendre sur nos marchés, jusqu'aux sous-vêtements. C'est terrible. Et nous acceptons en tant que pays que ça entre dans notre pays. Et nous sommes surpris que les gens soient même malades ou qu'il y ait n'importe quoi. Donc, comment faire pour inciter à la consommation justement des produits locaux confectionnés par nous-mêmes? À mon avis, c'est déjà de bien regarder la politique des prix. Deuxièmement, de mettre des barrières. Il faut protéger. Parce que c'est même en fait une histoire d'hygiène publique, de santé publique. Troisièmement, bon, aujourd'hui, les quelques tissus, je ne sais pas si comment on fait, je ne sais même pas si on n'est même pas en train de les importer. Souvent, si Sicam est débordé. Les tissus que l'on fait pour confectionner pour les enfants, pour les tenues, puisque chaque collègue, c'est le seul débouché pour Sicam. Mais pourquoi le bon tailleur qui confectionne justement votre tenue, qui fait ma chemise, ne peut pas aller au marché et trouver un tissu de qualité puisqu'il peut faire ça? Donc c'est toute une politique à mettre en place. C'est-à-dire que le libéralisme, ce n'est pas de le laisser aller. Le libéralisme, c'est laisser la liberté à l'initiative privée, mais qui entre dans une politique qui est définie par l'État. C'est ça la différence. Et nous voulons justement que notre secteur, notre filière textile soit demain une filière qui approvisionne, alimente le marché national des produits de bonne qualité, mais à meilleur prix, à bon prix. Il faudra donc que nous soyons en mesure, même si on protège cette industrie au départ, sur le moyen terme, de supporter la concurrence. Sinon, les gens vont vous dire, parce que n'oubliez pas, il y a l'OMC, il y a toutes les règles. Si on vous applique la réciprocité, vous faites comment? On va vous dire le Bangladesh ou d'autres feront toujours moins cher que vous. Mais nous sommes capables parce que nous avons la matière première. Alors qu'ils attendent que notre coton aille chez eux, qu'on transforme pour qu'ils coûtent. Nous l'avons sur place. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de bons prix? Donc il faut travailler là-dessus. Il faut aussi de l'exemplarité. Quand nous allons annoncer aux Camerounais que les maillots de Lion indomptables sont confectionnés au Cameroun, ça va faire quelque chose dans l'esprit des gens. Donc vous voyez, c'est vraiment à nous de dire, voilà, nous voulons changer le visage à la fois de notre industrie textile, donc la filière textile, mais également de l'habillement des Camerounais. Dans ce Dafani, ça c'est même
une production qu'on a modernisée, c'est traditionnel au départ. Donc, ils ont essayé de moderniser. Moi, je respecte et je trouve même qu'ils font des choses absolument extraordinaires, ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je n'ai pas envie, vous savez, j'ai pas envie de dicter aux Camerounais ce qu'ils vont porter. J'ai envie d'amener les Camerounais à adhérer et à porter ce qui va être produit localement. On peut faire du symbolisme dans les institutions publiques. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils font. Par exemple, de dire, il n'est pas normal que nous, vous savez, s'il y a des magistrats ou des avocats ici, j'en vois un. Quand vous les voyez au tribunal, ils souffrent là-dedans parce qu'il y a la chaleur grave. Mais après, ils mettent jusqu'à, pas les avocats, mais ils mettent la perruque. Vous imaginez? Et la maman qui a déjà ses mèches, elle ajoute la perruque dessus. Vraiment, la tête qui gratte, tu vas gratter comment? C'est mauvais. Il faut faire des choses adaptées à chez nous là. La tenue, tu portes la toge avec, vous savez, avec le coton, on peut fabriquer toutes sortes de variétés. Et même si vous voulez, vous pouvez même mélanger et tout. Donc nous pouvons faire de très bonnes robes pour les magistrats, pour les avocats, pour les professeurs d'université. Nous continuons à aller acheter des trucs avec des hermines qui coûtent, c'est pas moins de 1500 €. Ah, comme je vous le dis, si vous me voyez mettre, vous m'avez vu peut-être quelquefois avec les trucs rouges là. Ah, ça ne se donne pas, hein, mon ami. Ah, oui, ouais. Tu es autour de 1500 €. Nous pouvons effectivement, parce que c'est un problème de commande, tu dis à l'entreprise, et c'est un problème de machine. Donc si tu as des machines, tu veux que quelqu'un te fasse un tissu avec tel grammage et tout, qui soit un peu lourd, machin, on va le faire. Parce qu'on voit les tissus, machin, on croit que ce n'est que de la laine. Ce n'est pas que de la laine. C'est avec du coton aussi. Et vous pouvez faire le mélange. Bref, pour résumer, je dis, la filière coton ne sera pas seulement une filière de production de matières premières, mais ce sera une filière industrielle complète et intégrée, et basée le plus possible vers les zones de production du coton. My name is Penjo Baba. I am a cinematographer, I'm a filmmaker, and doing documentaries mostly. And I'm very happy to sit with you in one place like this. It's my first time. So I have two things, but one is a question to the tech guys, and one is, you said something here which is something that has been disturbing me a lot. I'm always feeling hurt about what I see, which is about public contracts. Mm-hmm. And when you talk about things like that here, you said something, but I want to suggest, not to ask, to suggest, like, I know very well that in Cameroon we have parliamentarians who are in the parliament. I know most of them go there because they like public contracts. There are a lot of them who are contractors, and they get it so easily and they don't finish it. So I just want to say it would be good if I could see the presidency where public contracts are being signed in the you create whichever office in the presidency, so that if I want to sign a contract, if I win a contract, I come up to the presidency and sign in there. It's not with you, but somebody going there knowing that he has the charge, he has the responsibilities. It's not like I want to go and meet in an office where somebody will talk with me, two of us, and maybe he has his cut. But if I know that I'm coming to sit at the presidency, maybe your vice, whoever is created for that department has a signature, I think. And also for parliamentarians, I know that when you're working in a government, you should not have that capacity to win public contracts again, because it's more like it's a free way for you. So those are things that I feel bad, seeing that they are there, but they win contract, but the country, like we've seen online recently, where people are doing challenge of the dust, the trash, is after that you see that the Yaoundé council is trying to clean the town, Limbe the same. But these are things that councils are supposed to do. They collect daily, they collect hygiene fee in the market
to 200 or whatever from people selling, but you don't see the market clean. You don't see, you see everything. So all of those things to me is also responsibilities of if the government could impose on the councils to check on those things, it would be good. Now with the tech guys, I know I've seen somebody mention AI, but I didn't want to go into, I didn't see them talk much. My worry, I do a lot of documentaries for international NGOs, but I do create voiceover, I do create those things. Before, I used to have guys here, I go to I pay them, they do those things, and you know, they get a job, they get paid. So I'm worried, like, it's been like a year or two or so, I haven't seen them again, because it's easy for me to get to the computer and pay for AI, which is about 15,000 francs maximum. And I get my scripts, I put the script and I do the voiceover, and the employment for them through people like us, they don't make much money again. I don't know if what you are creating, or if you look at those things and how you think it will help. Not like we have to embrace it anyway, but how do you plan to use it also to make it to get some income from it and for all the people around us? Thank you. Thank you very much. About concerning the public contracts, I can understand your feelings, but it is due to the wrong functioning of our society and basically our administration of our public sector. But in fact, in all the countries, that is something that should be decentralized. If you over-centralize it and you put it at the presidency, it means that even though it is not the head of state himself, but people there will spend their time, after the contracts and so on, so looking at money they can gain in it. No, I think the best way is just to reorganize the whole country. And our stand is that we want Cameroon to be in future a federal state. It means that the matter of procurement, as far as the state composing the federal state are concerned, should be dealt with at that level. You don't bring it to Yaoundé anymore. That's the first point. The second is that, if you look at the procurement of the United Nations, for instance, you will be stunned because the process is so. I don't want to overcomplicate things, but there is, step by step. You should fill this hole, and then before that, at the end of the process, you are they grant you the contract. So if instead of going in a public office, meet with some senior civil servant and so on, and you bargain with him depending on how much you have in your pocket and so on, yes, we definitely go out from that. That will not be the process. First of all, because if you withdraw the federal state in the procurement for things not concerning the federal government, you will give back to states more than 50% of the procurement. More than, even maybe 60%. Because you don't need the federal state to be all over. As far as education is concerned, some aspect of the health, the major aspect of the health, because if you have a national hospital, if you want it to meet the international standard, you might still involve the federal government because you want it to keep some standard. But apart from that, the rest is at the state level. There are so many things. To tar a road in the city, you don't need the federal government to go by that. So if there is a pressure to put on a particular mayor, it's the state and not the federal government. It's the state to do so. So with that, I think that will reduce, at least according to the regions. I used to say, and people
consider me as somebody who is really, I literally fell in love with the English-speaking region of Cameroon some 30 years ago. I was still a young chap studying in Bafoussam. Yeah, I was not even in college at that time. And we made a trip in the current Limbe. It was Victoria at that time. And I could see how, it was something completely different. And if people in some state are not serious, it will be their own problem with their own population there. If the management of the state is well done elsewhere, then fine and good. And we'll see the difference across the country. And that's why I'm really attached to that reform of the government. The state of Cameroon must be, in the future, be a federal state. You will see the emulation amongst people. Yeah, you will see emulation. That's the best thing I've heard, because I was focusing on the centralization. No. Thank you. Thank you. Yeah. Bonsoir. Et bonsoir à tous les confrères Tech entrepreneurs présents ici. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en ce jour. Je suis Kevin Krisachoff, je suis stratège digital et parallèlement créateur de contenu Tech, digital et IA. Et chaque jour, j'ai la chance d'interagir avec des milliers de Camerounais parce qu'en tant que créateur de contenu, je touche environ 20 à 30 millions de personnes mensuellement. Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, nombreux Camerounais s'investissent dans la tech avec des projets ambitieux et utiles pour améliorer la vie de nos citoyens. Cependant, un problème majeur se pose. Étant donné que je suis en face des populations, je sais exactement ce qui se passe. Lors de votre présentation, vous avez évoqué plusieurs plans d'intervention dans le secteur tech. Et j'ai été particulièrement satisfait de comprendre que le premier point portera sur l'éducation et la formation. Cependant, j'ai envie de comprendre, et c'est pour cela que je pose la question de savoir comment concrètement, parce qu'en tant que créateur de contenu, je peux vous assurer qu'au moins 80% des personnes n'ont même pas de base nécessaire pour affronter la révolution technologique de notre pays. Et ce manque d'éducation a un impact direct sur les entreprises tech et également sur l'avenir de nos concitoyens. Je prends un exemple sur M. Patrick, par exemple, qui va créer une application pour faciliter la vie des Camerounais. Mais un utilisateur ne va pas l'utiliser simplement parce qu'il ne connaît pas télécharger une application ou créer des comptes Google sécurisés pour pouvoir profiter de cette expérience-là. Et c'est d'ailleurs, et l'une des autres raisons, c'est qu'ils ont peur de la technologie locale. On va créer une application, pareil comme par exemple Dicalo, qui offre une même expérience que Facebook et d'autres réseaux sociaux, mais elle ne va pas fonctionner simplement parce que les gens ont peur des technologies locales. Le deuxième point, c'est que dans les villages, par exemple, on a des jeunes qui auraient pu briller dans le secteur de la tech, mais n'ont aucun accès aux outils technologiques avant l'âge de 15-16 ans, quand ils montent par exemple en ville. Et par conséquent, ils passent à côté de ces métiers d'avenir et se retrouvent mal orientés. Un problème que, par exemple, M. Patrick Gounou va essayer de résoudre plus tard avec StudentMap, mais il va se retrouver également face à la difficulté selon laquelle les jeunes ont peur des technologies locales et ne savent pas les utiliser malgré que ces plateformes sont très faciles à utiliser. J'aimerais savoir comment comptez-vous vraiment résoudre ce problème qui trouve son origine dans l'éducation de base. Est-ce en ouvrant par exemple des salles informatiques dans les zones rurales, plus de salles informatiques dans les zones rurales, ou en intégrant des technologies, ou encore en intégrant des cours sur l'intelligence artificielle par exemple, ou sur l'informatique dans le cursus scolaire depuis la base. Le deuxième point concerne l'emploi dans le secteur de la tech et du digital, parce qu'aujourd'hui avec le digital par exemple, on peut avoir facilement un emploi depuis la base. Le deuxième point concerne l'emploi dans le secteur de la tech et du digital, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, par exemple, on peut avoir facilement un emploi à l'extérieur, étant au Cameroun, sans devoir voyager, par exemple, et on travaille à partir d'ici. Sauf que jusqu'ici, le secteur n'est pas forcément régularisé. Jusqu'ici, tout ce qu'on nous a dit, c'est de payer un pourcentage sur nos revenus. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et il y a de nombreux jeunes aussi qui trouvent de l'emploi à l'extérieur, mais étant donné que le secteur n'est pas régularisé et que l'environnement n'est pas propice pour cela, ils se retrouvent face à des factures impayées parce que tu vas travailler pour quelqu'un, à la fin du mois, la personne n'a pas peur de toi et du coup la personne ne te paye pas. Tu es un petit Camerounais, c'est un peu comme ça. Voilà, et un autre problème pour finir réside au niveau des transactions et des paiements en ligne.
Parce que moi, par exemple, je suis un passionné des crypto-monnaies et du trading, sauf que ce secteur n'est pas légalisé au Cameroun. Et du coup, j'aimerais savoir quelle est votre vision par rapport à ce secteur d'activité particulièrement. Merci. Merci. Je crois que votre question centrale est, ou plutôt deux questions centrales. La première, c'est que les Camerounais, pratiquement 80%, d'après ce que vous avez dit, ne savent pas bien utiliser la technologie. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? La réponse est la même. Ça, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être réglé en un claquement de doigts. C'est même quelque chose comme la réforme de l'éducation que nous voulons mettre en place. C'est un défi générationnel. C'est-à-dire ça va s'étaler sur un temps. Je m'explique. Même si vous multipliez aujourd'hui les points ou les salles internet ou informatique, vous n'allez pas aller prendre nos mamans qui vendent là et aller les former pour que désormais elles sachent utiliser l'informatique. Il y a des fonctionnalités de base qu'elles utilisent aujourd'hui, celles qui sont les plus simples, accessibles à tout le monde, qu'elles font peut-être pour envoyer de l'argent ou bien pour décrocher son fils ou sa fille qui l'appelle au téléphone ou tout, peut-être pas plus que ça. Mais c'est parce qu'elle n'y a pas été informée. Et si je suis à ce point attaché à la réforme du système éducatif camerounais, c'est précisément parce que je suis éminemment conscient de cette réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas transformer notre pays si vous ne transformez pas la formation de sa population pour la mettre au diapason des mutations technologiques en cours. C'est un programme, notre programme politique est un programme de transformation. Transformative programme, comme on dit en anglais. C'est vraiment de transformation. Ce n'est pas un programme pour boucher les trous. C'est une révolution globale qu'il faut faire dans notre société. Et pour moi, cela passe par l'éducation. J'ai dit sur un autre plateau ou à l'occasion d'une autre rencontre que l'introduction des nouvelles technologies, notamment de l'informatique ou en tout cas du matériel informatique au Cameroun va commencer dès le primaire, pour ne pas dire dès la maternelle. Et même dès la maternelle, c'est quoi? Parce que, encore une fois, regardons ce que font les autres. En Chine, les jouets que vous voyez là sont déjà des petits ordinateurs simplifiés avec des fonctionnalités très limitées, mais qui permettent à l'enfant de savoir déjà que si je tape sur telle touche, je peux voir telle chose. Je veux voir mon dessin animé. Je veux voir ma souris préférée. Si je fais ça, je la vois apparaître à l'écran. Vous êtes déjà en train de le former à l'informatique. D'abord, vous cassez la barrière qui existe chez nous en Afrique. Nous avons, nos jeunes, en tout cas surtout ceux du monde rural, ont un vrai blocage devant la machine. Parce qu'on a dit, nous les Africains, on nous a appris à respecter la machine. Oui, oui. Donc je dis souvent aux parents, laisse que l'enfant casse même, on va refaire, non, il va casser. Je me souviens quand on était petit, quand papa, la radio là, il y avait là-bas, on met là-dessus. Si tu passes même seulement là-bas, on peut le tuer parce qu'on a peur que tu bouscules la radio, ça tombe. Non. Donc il faut casser ce blocage-là, et très tôt. Et donc l'enfant grandit, que ça devienne son ami, qu'il soit familier, que ce soit une chose normale de pouvoir faire quelque chose. Et pour moi, franchement, quand nous émettons des critiques, si ceux qui sont en charge de la conduite du pays nous écoutaient un peu et ne considéraient pas que tout ce qu'on dit ou bien quand c'est mauvais, ils comprendraient que, par exemple, lorsque nous avons critiqué le truc de 500 000 ordinateurs, ce n'était pas le principe en soi qui était mauvais. Mais si tu veux offrir 500 000 ordinateurs à des jeunes Camerounais, fais une usine ici pour assembler. Parce que là, tu as un marché sûr de 500 000. Et d'ailleurs, ça te permet de ne pas offrir ça à une seule génération d'élèves. Puisque on a fait cette année-là, on ne pouvait plus faire après. Bon.
Or, pourquoi je prends cette image? Parce que si vous avez une usine d'assemblage, vous pouvez même, à partir de cette usine-là, concevoir des choses. Je regarde beaucoup de vidéos sur l'éducation en Chine et tout. Parfois, dans ces classes-là, l'ordinateur, c'est pas avec des trucs en fer, c'est en plastique. C'est des trucs en plastique. C'est le truc peut-être qui est à l'intérieur, qui est un peu bâché, mais c'est des trucs en plastique simple. Donc, ça ne bloque pas l'enfant, il grandit avec cela. C'est par cette éducation-là que nous allons changer la donne au Cameroun. Parce que si je vous dis qu'on va multiplier les écoles, les machins pour former les gens, ça ne donnera rien. Ce sera de l'argent perdu. Je ne vois pas quelqu'un qui a travaillé toute la journée, il est fourbu, ou la maman rentrant de son marché de Bayam Salam, et tout, tu lui dis que maintenant, viens apprendre comment faire. Vraiment. Mais l'enfant, si nous commençons dès 2026, tu vas voir dans 5 ans la différence qu'il y aura entre les enfants qui ont grandi avec ça et les autres. Tout de suite. Donc pour moi, je mets l'accent sur l'éducation. Maintenant, il y a des niveaux intermédiaires où nous pouvons aussi continuer à faire cette formation-là, même pour simplement accroître la capacité d'utilisation de l'ordinateur, d'exploiter au mieux en fait ses fonctionnalités et l'offre qu'il y a sur Internet à travers ça. C'est ce que j'appelle les centres de métier. Dans un centre de métier, on peut parfaitement dire que les centres de métier, peut-être je ne vous ai pas assez expliqué ce que c'est. Les centres de métier, pour moi, c'est là où les jeunes Camerounais, en dehors de ceux qui ont déjà des emplois bien stables, qui ont des filières, des machins bien tracés, viennent acquérir un métier. Parce que je dis souvent que beaucoup de jeunes Camerounais ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métier. Parce que bon, quand vous avez un BEPC ou un CEP, bon, c'est la joie dans la famille et les parents encadrent et accrochent ça au mur. Mais ça vous, c'est pas un métier. Donc il faut passer de là au métier. Et nous disons donc en fonction du métier que tu... Si on dit que pour devenir un bon plombier, vous avez besoin de 12 mois. Ou un bon électricien. Je cite ça exprès parce que je sais que chacun d'entre nous a déjà eu l'expérience de plomberie chez lui où n'arrive jamais à trouver le bon plombier pour résoudre le problème. Parce qu'ils se forment sur le tas, du mieux qu'ils peuvent. Mais s'ils doivent aller à l'école, qu'on leur apprenne ça, déjà le matériau qu'ils utilisent et comment on le fait, peut-être ça va lui prendre 12 mois, mais il sortira de là comme un plombier accompli. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Je vous ai parlé d'Éthiopie aujourd'hui. Quand vous allez dans un pays comme l'Éthiopie ou même le Kenya ou d'autres, vous voyez des magasins. Ici, nous avons nos magasins de matériaux de construction, c'est la quincaillerie. C'est tout. Mais là-bas, chez vous voyez des magasins entiers de plombiers. C'est-à-dire, on vous présente tout le matériel de plomberie. Tout. Et puis, vous avez des techniciens. Si vous voulez, vous choisissez, on va installer chez vous. Ça veut dire que le métier est amélioré, c'est raffiné. Les gens qui y sont ont reçu les formations. Donc, il faut que nous arrivions à cela. Je dis donc que si vous devez passer 12 mois dans une structure de formation, on peut dire que parallèlement, vous allez suivre, parallèlement à votre formation, peut-être pendant 3 mois, des cours d'informatique, non pas pour devenir informaticien, mais d'utilisation optimale d'Internet. Vous voyez, ça peut se faire comme ça. Mais en dehors de ça, il faut vraiment prendre nos enfants à la base. Parce que c'est là que vous allez voir des gens. Vous savez, vous parliez tout à l'heure. C'est une deuxième question qui me... de peur de la technologie. Voilà. Et vous avez raison. De la technologie locale, quoi. Et vous avez raison. Parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Parce que nous disons, ah, le gars de Dicalo, là, n'est-ce pas, je le connais, dis donc, vous croyez, il fait ça, moi je ne suis pas sûr. Mais si Dicalo avait été endossé par l'État, je ne dis pas comment on endosse. C'est-à-dire qu'on voit que disons les responsables publics, politiques, l'invitent, il fait la démo. Quelqu'un dit que moi-même j'utilise maintenant et on pousse. Ça fait le déclic dans l'esprit des citoyens camerounais, des consommateurs. Je vous donne un exemple de ce que je suis en train de dire pour illustrer. Vous croyez que Alibaba est devenu ce qu'il est devenu en Chine juste parce que... Non, c'est parce que Alibaba, l'État chinois, était derrière. Pas parce que l'État chinois était actionnaire, parce que l'État chinois voulait avoir une entreprise concurrente à Amazon de la dimension d'Alibaba, qui est devenue donc une entreprise cotée à la bourse de New York. Vous imaginez, en quelques années. Donc c'est cela. Et parce que justement, tout le monde en Chine a dit que c'est Alibaba, c'est ça qu'on veut, et tout, ça a pu franchir les frontières du monde. C'est nous qui devons assurer la promotion de nos meilleurs.
C'est nous qui devons fabriquer nos champions nationaux et internationaux. C'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si vous dites que Dicalo est devenu le réseau social numéro 1 au Cameroun, il va le devenir en Afrique centrale. Aussi simple que ça. Et vous allez voir que même en termes économiques, vous allez gagner un argent que vous n'aurez jamais gagné. C'est limpide, en tout cas dans mon esprit, comme de l'eau de roche. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et votre dernier point, je ne pourrais pas vous répondre de façon, comment dirais-je, aussi ferme que je l'ai fait sur d'autres points, c'est-à-dire les problèmes de crypto-monnaie et tout. J'avoue que déjà sur beaucoup de choses, je suis très très modeste dans mes connaissances, mais dans ce domaine-là encore, considérez-moi comme quelqu'un qui n'a même pas commencé la maternelle. Donc je ne peux pas commencer à vous dire que... Mais si vous êtes un expert et d'autres sont des experts, nous n'excluons aucune possibilité. Dans le monde dans lequel nous vivons, il faut être ouvert à tout. Il faut avoir l'esprit ouvert. Ça marche pas. Quel est le risque ? Qu'est-ce que nous risquons en tant que pays si nous développons un secteur de crypto-monnaie au Cameroun? Quel est le risque qu'encourt le secteur financier, Il faut voir tout ça. Maintenant, s'il s'agit d'un secteur où ce sont des individus, des citoyens qui librement vont y prendre des risques, c'est leur problème. C'est leur problème. Vous avez vu que la pyramide de Ponzi, ce qu'on peut d'ailleurs reprocher par exemple à la pyramide de Ponzi, qui nous a tous escroqués, nous tous là. Vous ne voyez pas, mais nous sommes chacun, ils ont escroqué tout le monde. Tout ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il doit y avoir la vigilance des pouvoirs publics. C'est-à-dire que quelqu'un parlait de certification. Lorsque quelqu'un vient dans un pays, il veut faire une pyramide de Ponzi, mais il s'assure qu'il s'endosse sur l'État. C'est-à-dire qu'il y a des autorités publiques qui crédibilisent. Mais comment voulez-vous que tous les citoyens n'y vont pas? Moi, je me souviens, le premier qui nous a frappé, c'était Leadership Academy. Non, les autres là sont Leadership Academy. Il y a des officiers généraux, le ministère et tout. On nous a dit que c'est ça. Bon, là, tu te sens en sécurité. C'est comme si on disait que tu peux déposer ta banque à la générale. Il n'y a pas de problème. Même l'État. Bon, donc tout le monde y est allé. Mais bon, après, la pyramide fonctionne comme vous connaissez. Bon, quand tout s'est écroulé, bon, chacun n'avait que ses yeux pour pleurer. Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu veux me faire qu'on sache que tu avais mis l'argent là? Tu te tais seulement. Tu souffres en silence. Donc, bref, je ne peux pas... Si vous voulez relancer, peut-être, vous voulez relancer la question. La dernière question concernant le travail en ligne. Ah, oui. À partir d'ici. Oui, à l'extérieur. Ah, oui. Est-ce qu'il y a un problème, un obstacle à ça? C'est pas régularisé et nous ne sommes pas propriétaires. Oui, non, ça il faudra regarder, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez très bien, même quand nous parlions de Silicon Mountain, ils travaillaient quand même en ligne avec l'étranger. C'est ça qui était en train de se mettre en place. Je pense qu'il faudra, de toute façon, 2010, sur les communications électroniques, il y a aussi une loi sur la sécurité informatique au Cameroun. On va voir tout ça. S'il y a de toute façon, c'est un domaine évolutif. Donc il faut suivre les évolutions. S'il y a des choses à améliorer, il faudra améliorer ça, c'est sûr. Voilà. C'est tout un honneur pour moi d'avoir eu l'occasion de vous poser la question aujourd'hui. Déjà, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous voyais toujours à la télé. Donc, je suis très ému. Et aussi, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Voilà, depuis, j'ai écouté de bout en bout. Nous parlions de la tech. Et j'aimerais soulever un pan, un fléau qui mine la jeunesse camerounaise ces derniers temps. Ça, c'est ce que nous parlions constamment au quartier. Vous avez parlé des bienfaits de la technologie, mais il y a un côté qui est en train de déranger la société ces derniers temps. Je veux parler des influenceurs et des influenceuses. Vous allez constater, on parlait de Internet haut débit. Si à jamais cet Internet haut débit, on venait à mettre ça, n'est-ce pas, en marche ici au Cameroun, comment est-ce que vous devez faire, n'est-ce pas, pour contrôler ces jeunes qui utilisent ça d'une mauvaise façon? Je prends un exemple. Moi particulièrement, quand je me connecte sur Facebook, par exemple, sans publicité, en longueur de journée, en glissant là, sur les vidéos, je vois des jeunes dames qui dansent nues et autres. Par exemple. Et j'aimerais savoir,
peut-être pas, la question n'est pas directement à vous, mais peut-être vous devez prendre ça en compte. Savoir comment est-ce qu'on va faire pour contrôler, est-ce qu'on doit faire une restriction, n'est-ce pas, du contrôle des médias sociaux, comme peut-être en Chine. Ça, c'est la première. La deuxième, lorsqu'on va sur des sites comme Phoenix, qui donnent des fausses informations, ou qui attirent des fausses informations à longueur de journée, puisqu'on parle des tech, s'ils donnent peut-être une information comme quoi on fabrique déjà les humains, et que les enfants qui sont dans l'arrière-pays prennent ça en considération, qu'est-ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, pour corriger ou pour limiter ce genre de propagation néfaste pour la jeunesse, ou qui peut entacher, n'est-ce pas, le développement des nouvelles technologies. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Votre question me transforme en un expert des technologies et surtout de tout ce qui se passe sur Internet, ce que je ne suis pas. Mais ce sont de vraies questions, parce que les problèmes que vous soulevez sont de vrais problèmes et qui me préoccupent moi-même éminemment. Au point où ceux qui me connaissent, j'ai eu à faire des échanges là-dessus avec des gens, et je me suis dit, et j'ai dit à plusieurs reprises, on ne peut pas continuer comme cela, parce que vous êtes limité à l'aspect de l'indécence, des photos et tout ça, mais il y a, pour moi, en tant qu'homme public, en tant qu'homme politique, dirigeant d'un parti politique, je suis énormément préoccupé par les dérives que nous avons observées depuis quelques années sur les réseaux sociaux par rapport à notre propre cohésion nationale. Et je pense que nous atteignons là la limite de ce qui est tolérable dans la construction d'une nation. Et donc ajouter à cela évidemment les problèmes éthiques, les problèmes que vous soulevez. Je ne sais pas, parce que là encore, il va falloir que je travaille avec les spécialistes. Parce que je crois qu'il y a des mécanismes de contrôle, de sécurité, de filtrage, ou tout ce que vous voulez, qui existent. C'est peut-être simplement que nous ne les utilisons pas. Je peux simplement vous dire, en ce qui me concerne, nous mettrons demain des organismes de surveillance sur les réseaux sociaux. Pas de surveillance individuelle, c'est pas ça qui m'a... mais des propos, des discours qui sont tenus. Et ils feront l'objet de sanctions. Mais de sanctions plus sévères que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas 1000 moyens de détruire une nation que d'insinuer le ver de la division dans ce fruit-là. Et le faire, c'est justement monter les uns contre les autres. Si vous lisez mes pensées, j'ai écrit une pensée dans laquelle j'ai dit que pendant que quand on a insinué la division entre nous, pendant que nous nous étripons, les autres préparent les stratégies pour nous occuper, pour voir comment ils vont nous dominer. C'est ça la vérité, dans le monde d'aujourd'hui. Si nous n'avons pas compris cela, nous n'avons rien compris. Et c'est pour cela que pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais il y a des ingénieurs, il y a suffisamment de monde pour nous aider à trouver les meilleurs moyens de faire face à cela sans priver les gens de leur liberté. Parce que c'est ça. Il faut arriver à trouver des réponses à ces dérives sans empêcher les autres Camerounais qui ont envie de cet outil pour développer leurs activités, développer même leurs connaissances et leurs savoirs, parce qu'on peut aussi s'instruire beaucoup par le net, par les réseaux sociaux. On peut s'instruire. C'est simplement que les gens choisissent voilà, les mauvais sites ou les mauvaises choses. Mais sur Internet, vous pouvez devenir même un savant à partir d'Internet. Donc, il faut justement que nous arrivions à surveiller tout ce qui peut détruire l'harmonie et la cohésion dans notre société, tout ce qui peut accentuer, aggraver la dépravation des mœurs ou l'installer dans notre société sans empêcher les autres Camerounais de tirer le meilleur parti, le meilleur avantage de cet outil extraordinaire qu'est Internet. Voilà ce que je peux vous dire. Mais moi, je travaillerai, on mettra en place des comités pour travailler sur ces questions-là. Ce n'est pas des comités permanents, c'est de dire, voici les solutions. Si les Chinois protègent leur société à partir d'un certain nombre, nous allons voir ce qu'ils font. Si ça peut nous servir, ça nous inspirera. Mais il est hors de question qu'on laisse
effectivement que les choses continuent comme cela. C'est devenu même plus que... C'est de la pornographie systématique à ciel ouvert et en permanence sur ma chaîne. Il n'y a aucune sécurité, c'est accessible comme ça à tout le monde. Si vous oubliez votre téléphone ou machin et qu'il y a des... Comme les jeunes sont... Tout le monde a accès à ça. Donc c'est de voir comment techniquement de tels sites peuvent ne pas être accessibles chez nous. Il faut voir comment c'est pas accessible. Il y a des tas de mécanismes. Mais moi, j'ai l'obligation, le devoir de protéger la société camerounaise. Et donc, on mettra en place les outils qui font avec ça. Et toute l'équipe technique qui a assuré, j'allais dire, l'équipement ou la logistique technique de cette rencontre, pour qu'elle se passe dans d'aussi bonnes conditions techniques. Je vous remercie. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous les entrepreneurs de la tech qui sont ici et qui ont rendu cette rencontre, j'allais dire, historique possible. C'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, que dans notre pays, une personnalité publique, un homme public ou une femme publique aille à la rencontre d'une catégorie spécifique comme la vôtre du secteur entrepreneurial et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le secteur d'avenir. J'ai passé un excellent après-midi en votre compagnie pour au moins 2 raisons. La première, c'est que j'ai été vraiment émerveillé par toutes les présentations que j'ai vues. J'ai été touché par la qualité, en réalité, des projets dont vous êtes porteur. Mais surtout, j'ai passé un excellent après-midi parce que j'ai senti, et je l'ai dit, que les jeunes Camerounais sont prêts pour relever le défi du développement de notre pays. Les jeunes Camerounais sont prêts. Tant de talent, tant d'intelligence sur des projets dont tout le monde voit la perspective et surtout l'impact qu'ils vont avoir sur notre pays. Que ce soit dans le domaine de la santé avec la dame qui a fait une belle présentation tout à l'heure, que ce soit avec Bi et tous les autres, on voit bien. Et je me suis dit, comment avec autant de talent, comment avec une telle espérance peut-on se fatiguer? Moi, je ne me fatiguerai pas, je ferai ma part jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il y a là, effectivement, nous avons... Oui, parce que nous sommes prêts à relever le défi. Je crois que je l'ai dit un jour, comme par amusement dans un discours, le monde va être étonné quand le Cameroun va décider de se mettre debout. Le monde va être étonné. Et ce que j'ai vu tout à l'heure et cet après-midi sont les prémices de cela. Vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. Et tout ce que je peux dire en guise de conclusion, c'est que merci de m'avoir invité, d'avoir rendu cette rencontre possible. Sachez que tout ce que vous avez relevé comme point sur lequel il faut mettre l'accent, nous en avons pris bonne note et que vous trouverez cela mieux reflété dans notre programme, la version ultime de notre programme. Je souhaiterais que d'ici l'année prochaine, nous nous retrouvions pour examiner ensemble la mise en œuvre concrète de tous les projets que vous avez. Merci. Merci beaucoup et vraiment tous mes encouragements. Je suis fier de... Quand je vois... Je suis fier des Camerounais, des jeunes Camerounais. Oui, je reviendrai si j'en avais la possibilité ou de temps que vous seriez disponible. Mais il est temps que nous passions, comme je l'ai dit, à la phase d'exécution. Merci. Merci.